Ça y est, les essais hivernaux de la saison 2025 de Formule 1 sont terminés. Les monoplaces ont pris la piste pour la première fois et on peut enfin tirer nos premières conclusions, s'imaginer déjà un petit peu à quoi va ressembler la grille en Australie lors du premier Grand Prix de la saison. Alors si vous n'avez pas suivi les essais hivernaux cette semaine, ne vous inquiétez pas, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va creuser et aller fouiller un petit peu les performances de chaque équipe pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi Alpine par exemple est dans le top 5 au classement de ces essais hivernaux. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner pour nous soutenir. Ça y est, la saison est officiellement lancée, activez bien la cloche et n'hésitez pas à la partager surtout à vos amis, votre famille, je ne sais qui suit la Formule 1 avec vous afin d'être au courant et de commencer à préparer cette saison 2025 ensemble. Sans plus tarder, il est temps de refaire ensemble le bilan de ces essais hivernaux 2025 de Formule 1. Alors si vous n'avez pas suivi, en effet, la Formule 1 s'est rendue à Bahreïn pour 3 jours de tests. Chaque équipe a pu ramener une monoplace pour effectuer ces tests et du coup mettre à mal ces monoplaces pour la première fois de la saison. Contrairement à l'année dernière, on a eu le droit à des essais plutôt calmes. On n'a pas eu de gros problèmes majeurs, on n'a pas eu énormément d'accidents, on n'a pas eu énormément de pannes mécaniques non plus. Tout s'est bien passé et la fiabilité des équipes a été au rendez-vous. L'année dernière, vous vous souvenez sûrement de cette fameuse plaque d'égout qui s'était décrochée sur un vibreur. Alors cette année, on a eu le droit aussi à notre lot de moments insolites. On va commencer avec le premier jour et la panne d'électricité globale qu'il y a eu sur le circuit de Bahreïn. Tout le circuit a été plongé dans le noir à un moment de l'après-midi, que ce soit les garages, que ce soit la pit lane, que ce soit le paddock, les hospitalités, le media center ou bien même le circuit avec les lampadaires autour de la piste, tout était plongé dans le noir. Heureusement, il ne faisait pas encore nuit totale et cette panne n'a duré que 1 heure. Donc les équipes ont pu reprendre la piste, profiter d'une heure supplémentaire afin de combler le manque de roulage. Deuxième chose totalement insolite sur ces essais hivernaux, ça a été la pluie. On a eu de la pluie à Bahreïn lors du premier et du deuxième jour. Alors heureusement, les équipes de Formule 1 avaient prévu le coup et avaient ramené des pneus intermédiaires. Non, je vous jure, c'est vrai. Les équipes n'avaient pas de pneus intermédiaires. Seuls Haas et Aston avaient prévu des pneus intermédiaires et seul Haas les a utilisés pour profiter justement d'avoir la piste rien que pour eux lors du deuxième jour. Cette pluie n'a pas beaucoup duré, heureusement, et les tests n'ont pas réellement été perturbés par cette météo, mais c'est vrai qu'il a fait très froid à Bahreïn, des températures pas du tout habituelles pour un Grand Prix de Bahreïn. Et le troisième jour des essais a été perturbé par différents drapeaux rouges. Alors le premier a été causé par Ollie Biermann avec son capot moteur qui s'est totalement arraché de la voiture. Le deuxième a été causé par Ollie Biermann qui a cassé accidentellement une vitre du poste de contrôle de la FIA. Et le troisième, alors lui, accrochez-vous bien, on a eu un bus, littéralement, une navette pour les photographes qui rentrait sur la piste au moment où les voitures roulaient. Voilà, ça vous donne un petit peu l'image du dernier jour des tests. Bref, malgré ces péripéties, ça n'a pas empêché les équipes d'effectuer leur programme et le test s'est parfaitement déroulé. La lecture est assez compliquée, comme je vous l'ai dit, à cause des températures qui ont été très fraîches lors des 2 premiers jours et beaucoup plus chaudes lors de la 3e journée. Mais vous allez voir, on peut quand même déjà tirer des premières conclusions et une première hiérarchie. Bon, on va commencer par une catégorie que j'ai appelée les déceptions, qui sont plus des inquiétudes ou on va dire un manque d'informations. La première déception, pour le coup, c'est Aston Martin. Aston Martin est l'équipe qui a le plus déçu durant cette période de test hivernal. On a eu une voiture très peu performante et qui a eu beaucoup de problèmes de fiabilité. Aston avait fait un shakedown quelques jours avant le début des essais hivernaux en arrivant avec une toute nouvelle voiture, très différente de ce qu'on avait vu au reveal lors du F1 75 Live, très différente des photos sur internet, une voiture agressive, retravaillée, des pontons beaucoup plus fins, une nouvelle entrée d'air, un arrière aussi redessiné. On s'était dit, ok, il y a eu du travail sur cette voiture, le travail n'a pas payé. L'Aston Martin a l'air encore très loin du niveau qu'elle avait il y a 2 ans lorsqu'elle finissait sur le podium, ou bien même qu'elle se battait peut-être avec Red Bull. Je sais pas s'il y a un lien direct entre ces 2 informations, mais l'Aston a été très physique et très compliqué à rouler d'après les pilotes lors du premier jour, et en fin de test hivernaux, les 2 pilotes ont été malades. Vous en faites ce que vous voulez de cette information, voilà, je vous la donne. Plus sérieusement, Aston Martin a eu énormément de problèmes, a perdu beaucoup de temps au stand à régler des problèmes de software, des problèmes de réglage. Quand la voiture était en piste, eh ben, elle n'était pas forcément très bonne. On a vu beaucoup de sous-virages, on a vu une voiture très peu stable avec des temps autour
tours et des relais de course assez médiocres. À ça, vous pouvez rajouter les déclarations de Fernando Alonso qui sont très peu optimistes. Alonso estime que cette saison 2025 va être semblable à la fin de saison 2024. On rappelle, fin de saison 2024, Aston jouait à peine la Q2, la Q3. Donc moi, je suis un petit peu inquiet pour Aston. On n'a pas eu de côté positif durant ces 3 jours. La voiture semble lente, difficile à conduire. On n'a même pas eu une simulation de Grand Prix. Pour vous dire, on ne peut même pas regarder différents relais des Aston Martin qui n'ont pas pu enchaîner autant de tours. Donc ça semble quand même très compliqué et mal parti en 2025. La deuxième équipe que j'ai mis dans déception, c'est pas vraiment une déception, c'est plus une inquiétude. Là aussi, c'est Racing Bulls. Alors, Racing Bulls, on n'a pas réellement d'informations au niveau de cette voiture. Il n'y a pas de souci au niveau de la livrée, c'est un banger. Honnêtement, elle est magnifique sur la piste, c'est la plus belle voiture de cette grille 2025, mais niveau performance, c'est quand même très timide. Le point positif, je dirais, pour Racing Bulls, c'est la fiabilité. Il n'y a pas eu de problème de fiabilité, ils ont passé énormément de temps en piste, ce sera très utile à mon avis pour Isaac Hadjar, qui a enchaîné des relais et qui a fait plus de 80 tours, donc autant vous dire qu'il a fait du kilomètre et qu'il a pu s'habituer à la voiture. Mais dès que Racing Bulls a essayé d'aller chercher un peu de performance, ou dès que sur la simulation, on se retrouvait à des moments où la voiture devait être performante, ça manquait un petit peu, il n'y avait pas grand-chose. Je sais qu'on n'est pas là forcément pour comparer les chronos de l'année dernière parce que c'était pas du tout les mêmes conditions, mais Racing Bulls déjà est l'équipe qui a le moins progressé d'un point de vue temps au tour. Seulement 3 dixièmes de gagné par rapport à 2024, donc c'est un petit peu inquiétant. Si vous voulez retenir du positif pour cette équipe, c'est clairement que Isaac Hadjar a passé beaucoup de temps dans la voiture. Alors certes, il y a eu un petit tête à queue par-ci par-là, mais c'est normal, c'est l'apprentissage, c'est pas le seul. Mais à part ça, honnêtement, j'ai pas grand-chose à vous donner pour l'équipe de Yuki Tsunoda et Isaac Hadjar. Et pour finir la catégorie déception, on passe à mes chouchous. Voilà, malheureusement, comme on dit, il faut toujours un perdant, il faut toujours un dernier dans une histoire, et on l'a. C'est Stake. C'est Stake F1 Team. Stake F1 Team est la seule équipe à avoir tourné moins vite aux essais hivernaux 2025 qu'aux essais hivernaux 2024. Je vous jure que c'est vrai. 4 dixièmes moins vite pour l'équipe de Stake. À part ça, il n'y a rien de positif. C'est simple, la voiture n'est pas bonne, la voiture n'est pas fiable. Ils ont passé énormément de temps dans le stand, que ce soit pour Bortoleto principalement, mais Hülkenberg aussi, que ce soit des longs relais, des relais de course, que ce soit des tours d'attaque, rien n'y fait. Ils sont à plus d'une seconde 5 du chrono de Sainz lors de la deuxième journée. Actuellement, les moyennes des deux pilotes effectuées par les pilotes kicks sont à peu près à 1 seconde 4, 1 seconde 5 par tour des chronos faits par les McLaren sur les mêmes pneus au même moment sur la piste. Bon, voilà, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. La situation de Kick, elle est très simple en fait, c'est que on va attendre que 2025 passe, on va tout concentrer sur 2026 et on va attendre l'arrivée de Audi parce que il y a que ça à faire au final. Pour Bortoleto et pour Nico Hülkenberg, je ne vois pas ce qu'ils peuvent espérer en 2025. Peut-être qu'ils prendront un point dans une course farfelue, mais à part ça, clairement, Kick aujourd'hui est la pire voiture de la grille pour la saison 2025. On a commencé cette vidéo par les équipes un petit peu décevantes. On va passer désormais aux équipes qui m'ont agréablement surpris. Et on va commencer par une équipe, Alpine. Ouais, Alpine, à ma grande surprise, a effectué de très bons tests hivernaux. Il y a un an, Alpine était de loin la pire voiture de la grille, 19e et 20e en qualification. On rappelle, aujourd'hui, Alpine semble être peut-être la meilleure voiture du midfield. Comme quoi, faut pas baisser les bras. 405 tours effectués en 3 jours pour les pilotes Alpine, un rythme très solide sur les longs relais, une voiture saine, équilibrée, qui n'a pas posé de problème aux pilotes. Et puis au final, Gasly qui tape des chronos. Gasly qui s'est fait plaisir et qui a été capable de pousser justement avec cette Alpine. Ça se passait tellement bien du côté de chez Alpine qu'on s'est même permis de faire des tests de configuration et de tester différentes variantes au niveau des ailerons pour trouver l'équilibre parfait entre charge aérodynamique et vitesse de pointe. Il manquait pas mal à Alpine ces dernières années. Au final, l'Alpine semble très prometteuse et ressemble énormément à la fin de saison 2024. Là où Gasly fait podium avec Ocon au Brésil, il fait un top 3 à Las Vegas de mémoire, il finit P5 au Qatar, et Alpine semble un petit peu partir dans cette même direction. Je vais pas vous mentir, c'est à ma grande surprise parce que Alpine, il faut le rappeler, va utiliser le châssis de 2024. Donc il y a vraiment eu une belle évolution du côté français. Enfin, français, bon, on se comprend, hein. Au final, je suis rassuré pour Pierre Gasly. Je pense qu'il y aura moyen de faire des très belles courses et potentiellement de finir dans les points assez fréquemment. Je suis obligé de vous parler forcément de Jack Doohan et de la situation contractuelle de Doohan parce qu'il y a eu des interviews, j'ai envie de dire glaçantes, avec Flavio Briatore et Oliver Oaks qui est le team principal de chez Alpine. Il est clair, net, précis et c'est assumé chez Alpine que Doohan ne finira pas la saison. En fait, on l'a dit clairement en interview, Briatore l'a expliqué. On commence la saison avec Doohan et Gasly, mais on verra pour la suite. Comment ça ? On verra pour la suite.
Non, ça n'a pas de sens. Donc si vous vous posez la question, oui, Jack Doohan est clairement sur la sellette, oui, Jack Doohan est sous pression, et oui, Jack Doohan a de fortes chances de ne pas finir la saison 2025. À moins de performances exceptionnelles en début de saison, je pense que ça sent très mauvais pour le pilote australien. Une autre équipe qui m'a agréablement surpris, c'est Haas F1 Team, la nouvelle équipe d'Esteban Ocon et de Oliver Bearman. Il y a eu des petites coquilles, on est bien d'accord, le capot moteur qui s'arrache, le tête à queue d'Esteban vendredi après-midi, Ocon a failli écraser un oiseau sur la piste aussi, bon, ça arrive. Mis à part ça, l'équipe Haas semble avoir fait du très bon travail durant l'hiver. L'équipe, les ingénieurs et les pilotes sont très satisfaits des résultats collectés lors de ces 3 jours de test. Alors oui, ça a été la grosse question pendant cette semaine parce que Haas tournait entre 2 et 5 secondes plus lentement que la plupart des voitures. Donc on était en mode mais pourquoi la Haas n'avance pas? Pourquoi ils sont aussi loin? Haas cette semaine s'est vraiment concentré sur un travail en profondeur et n'a pas forcément cherché la performance. Il y a eu beaucoup de changements cet hiver au sein de chez Haas, que ce soit au niveau de l'usine ou sur l'équipe opérationnelle sur les Grands Prix. Ayao Komatsu l'a expliqué en interview que cette semaine de test ne servait pas forcément à trouver de la performance, mais surtout à roder l'équipe avant le début de saison. Pour le team principal japonais, d'après lui, l'année dernière, Haas a perdu la 6e place au constructeur à cause des erreurs opérationnelles sur le circuit. Et c'est sur quoi Haas veut travailler pour ce début de saison 2025. Si on creuse en profondeur les longs relais de Esteban Ocon et d'Oliver Bearman, et bah franchement, c'est très positif pour Haas. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. La voiture semble bien performer. La dégradation des pneus n'est pas trop mauvaise pour la Haas, qui est un point très important. Je trouve personnellement, et c'est une sensation qui a été partagée par pas mal de journalistes du paddock, que Haas s'est vraiment renforcé cet hiver avec une restructuration interne du personnel, avec un développement au niveau de la voiture. Un truc tout bête, mais ça faisait 2 ans que le pit wall, Haas n'avait que 3 places sur le pit wall. Il y a désormais 6 places, donc plus de personnes sur le pit wall pour gérer la course. Il y a vraiment cette sensation que Haas en fait travaille dans l'ombre, prépare sa saison et ça correspond exactement à ce que Haas a fait l'année dernière. Haas, aux essais hivernaux 2024, était la pire voiture. Si vous regardez bien la saison 2024, Haas au final a très bien performé, que ce soit en qualif ou en course. Hülkenberg a fait une saison exceptionnelle, donc je pense qu'on se dirige vers une saison un petit peu similaire pour Haas. À mon avis, en plein dans le midfield, qui est très serré d'ailleurs, ça se joue à moins de 2 dixièmes, mais je pense qu'ils vont être là et qu'ils vont se battre justement pour marquer des points et se battre pour être les leaders du midfield pour cette saison 2025. Pour finir avec le midfield, la grosse surprise de ces essais hivernaux 2025, c'est pas facile à dire, c'est Williams. Williams, personnellement, je m'attendais à avoir une saison compliquée parce qu'on annonçait justement sacrifier 2025 pour 2026. James Wolfe avait été très clair que comme quoi 2025 serait une année entre guillemets poubelle. Elle est où la poubelle? Où est la poubelle, James? La Williams est une très bonne voiture, actuellement considérée comme la meilleure voiture du midfield au vu de ce qui s'est passé cette semaine. La voiture est une évolution de 2024 et semble très bien fonctionner. On n'a pas eu de problème majeur, pas de problème technique. La voiture a enchaîné les tours, que ce soit sur les longs relais ou sur les tours d'attaque comme en qualification, la voiture répond présente. Carlos Sainz a même effectué le meilleur tour de la 2e journée, donc actuellement chez Williams, autant vous dire, ça se passe très bien. Si on regarde par rapport aux essais hivernaux 2024, Williams tourne déjà plus d'1 seconde plus vite, ce qui est déjà énorme, et je pense personnellement que le recrutement de Sainz est un énorme atout pour une équipe comme Williams qui est en train de se reconstruire. Là actuellement, les signes sont plus qu'encourageants pour Williams. Je vous l'ai dit, les chronos étaient bons, le comportement de la voiture était bon, les pilotes étaient satisfaits du pilotage et désolé de vous le dire, mais c'est les équipes elles-mêmes qui considèrent Williams pour l'instant comme la 5e meilleure voiture à la bataille avec Alpine. Donc, comme quoi il y a peut-être quelque chose pour eux cette année. Dans tous les cas, James Wolfe est en train de faire un travail monumental chez Williams et ça se voit sur la piste. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer que cette performance puisse tenir parce qu'on sait que Williams va très vite basculer sur 2026. Pour finir cette vidéo, on va passer au top team, aux 4 dernières écuries de pointe et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. On va commencer avec Mercedes. Mercedes a eu des tests hivernaux très positifs. Honnêtement, tout le travail qui a été fait cet hiver à Brackley et dans les usines et par les équipes de Mercedes se retrouve maintenant sur la piste et ça marche très bien. C'était officiellement les premiers tests de Andrea Kimi Antonelli qui se sont très bien passés là aussi. Il a été à la hauteur malgré quelques petites erreurs. C'est pas grand chose, il a clairement assuré et fait du très bon travail. Alors si on parle de la voiture en elle-même, elle n'a pas drastiquement changé depuis la saison dernière. C'est une sorte d'évolution de la saison 2024. Tout le travail a été
été fait sous la voiture et ça semble très bien fonctionner. L'un des principaux problèmes de la Mercedes en 2024, c'était cette irrégularité de performance. Pourquoi d'un seul coup Mercedes performe et pourquoi elle ne performe pas le week-end suivant? C'était vraiment l'objectif de Mercedes d'être capable de maîtriser cette performance pour la réutiliser chaque week-end et les pilotes, les ingénieurs, Toto Wolff, tout le monde semble être assez heureux et assez rassuré du travail qui a été fait. George Russell a effectué le meilleur tour lors de la dernière journée avec des pneus C3, avec des conditions plutôt réalistes à ce qu'on pourrait avoir en avril lors du Grand Prix de Bahreïn. Néanmoins, une crainte réside encore dans la tête de Toto Wolff et c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Eh bien, je suis un peu inquiet en ce moment parce que dans ces conditions, nous devrions normalement être 2 secondes plus rapides que tout le monde. Alors cette crainte de Toto Wolff, elle vient du fait que les 2 premiers jours des essais hivernaux se sont faits dans des conditions fraîches. Les conditions fraîches évitent la dégradation des pneus, favorisent clairement le comportement de la Mercedes et c'est vrai que lors de la 3e journée, malgré le meilleur temps de Russell, on a vu le rythme en course, en tout cas des Mercedes, être un petit peu moins impressionnant. Donc il va falloir quand même surveiller cette variation de performance en fonction des températures pour Mercedes cette année. Je pense, et je retourne un petit peu ma veste parce que de base j'étais pas fan, mais je pense que Antonelli peut faire une très bonne saison 2025, si la voiture bien sûr lui permet, mais je pense qu'il pourrait être très rapidement au niveau et faire de très belles performances. En ce qui concerne la performance pure de la voiture, je vous l'ai dit, les longs relais ont été très bons. L'avantage avec cette voiture, c'est la faible dégradation des pneus durant les tests et les pilotes sont très satisfaits du comportement de la voiture, donc ça, c'est primordial. Je pense que Mercedes, au final, est un peu l'outsider parfait. Ça ira pas chercher les victoires sur un rythme pur, ça ira pas battre McLaren, mais je pense qu'ils peuvent être juste derrière et profiter des erreurs des autres pour essayer d'aller chercher des bons résultats et pourquoi pas même aller chercher peut-être quelques victoires durant cette saison. Pour ce qui concerne les top teams, je tiens à le préciser maintenant, mais c'est extrêmement serré et c'est très compliqué en fait d'avoir une image précise. Énormément d'analystes, énormément de journalistes ont des versions différentes entre le classement de Mercedes, Red Bull et Ferrari. Je vous donnerai le mien à la fin de cette vidéo. On va passer sur Red Bull qui semble quand même laisser place à pas mal d'espoir et de positif et au final en écoutant les interviews dont celui de Max Verstappen, je me dis que c'est pas si positif que ça. Déjà, la semaine a commencé par énormément de rumeurs autour de cette voiture. On avait des théories qui fusaient à tout va. Est-ce qu'elle aurait des améliorations par rapport à 2024? Est-ce que ça arriverait pas seulement à Melbourne? Est-ce qu'il nous ferait pas une McLaren à ramener les améliorations en courte saison? Red Bull a tout démenti. Toutes les améliorations sont arrivées sur la fin des tests hivernaux et la voiture qu'on a vue vendredi après-midi ne devrait pas être si différente de celle qu'on aura dans 2 semaines à Melbourne. Au niveau visuel, c'est sûr que la voiture n'a pas énormément changé. On a travaillé un petit peu sur le museau de la voiture. On a vu que l'aileron arrière a été changé aussi. Le travail principal se fait sous la voiture, comme chez Mercedes. Et d'après l'équipe Red Bull, ça semble avoir fonctionné. Les ingénieurs Helmut Marko, Max Verstappen sont tous satisfaits du travail qui a été fait cet hiver. La voiture semble être meilleure que celle en 2024 et d'après Helmut Marko, les problèmes de 2024 ont été effacés ou quasiment réglés. L'objectif de cette RB21, c'était de débloquer la performance qui n'était pas disponible en 2024 et ça semble chose faite. Verstappen était très satisfait de sa voiture. On a vu quelques erreurs. On a vu un petit tête à queue de Verstappen en dernier jour. On a vu un tête à queue de Liam Lawson dans le premier jour. On a vu des petits blocages de roues au virage 10, mais c'est des choses qui arrivent. En ce qui concerne la performance de la voiture, honnêtement, ça reste une bonne voiture. On est loin d'avoir une très bonne voiture, mais on est loin d'avoir une mauvaise voiture. La voiture a un bon rythme, que ce soit sur les longs relais, sur les simulations de course ou même sur les tours d'attaque et potentiellement de qualification. J'ai remarqué quand même pas mal de sous-virages sur la voiture de Verstappen, très fréquemment au virage 10 et au virage 13. C'était assez flagrant. Il y avait pas mal de glisses aussi sur certaines sorties pour Max Verstappen. Donc je pense que Red Bull est encore en train de découvrir et de tester sa voiture pour bien la comprendre. Ils ont passé beaucoup de temps au stand. Mine de rien, c'est quand même l'équipe avec le moins de tours pendant les essais hivernaux. Ils n'ont seulement que 304 tours en 3 jours. Je pense que la meilleure conclusion pour Red Bull, honnêtement, c'est la déclaration de Verstappen après le 3e jour des essais hivernaux. La voiture est assez bonne, c'est plus ou moins ce à quoi il s'attendait. Il y a encore beaucoup de travail pour espérer battre McLaren, mais avec du développement, il devrait être capable de les rattraper. Je pense que je peux pas faire mieux en termes d'explication. Du côté de Liam Lawson, ça a été là aussi son premier test officiel à Bahreïn avec Red Bull. Il a été très honnête en interview sur ses objectifs et sur ce qu'il devait faire dans cette équipe. Pour lui, c'est
c'est apprendre les circuits. Le deuxième, se familiariser avec sa voiture. Et le troisième, être à l'écoute de Max Verstappen, que ce soit sur le développement ou sur le retour technique de la monoplace. Honnêtement, Liam Lawson ne va pas poser de problème à Verstappen cette année. Ça va être le petit stagiaire au fond de la classe, voilà, qui va écouter et qui va prendre des notes, qui va tenter de s'améliorer course par course. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Petite mention, ne pensez pas que j'allais l'oublier, au doigt d'honneur de Max Verstappen. Et oui, Max Verstappen s'est déjà fait repérer par la FIA en faisant un petit doigt d'honneur pour rigoler, hein, on est bien d'accord, à un photographe de chez Williams qui prenait sa Red Bull en photo. Je pense que vous le savez très bien, les nouvelles règles de la FIA sont assez strictes et je pense qu'on va en entendre parler. Donc voilà, Max Verstappen a aussi été très drôle en conférence de presse, en faisant des réponses très courtes aux questions des journalistes et en faisant beaucoup d'ironie, beaucoup de sarcasme. Donc je pense que Max cette année va être très drôle à suivre avec la FIA. Et on passe à la question qu'on m'a le plus posée cette semaine. Vraiment, je pense que ça a été la question que j'ai reçue plusieurs fois par jour, par heure. Alors Hydro, ça donne quoi pour Ferrari? Qu'est-ce que ça donne pour Ferrari? Est-ce que Ferrari va gagner un titre avec Lewis Hamilton ou Charles Leclerc? J'en suis pas si sûr. Ferrari a fait énormément parler pendant l'intersaison avec l'arrivée de Lewis Hamilton. Et forcément, tous les yeux étaient rivés sur la performance de ses premiers tests à Bahreïn. Et en effet, ça n'a pas été exceptionnel. Ça n'a pas été très positif et il semble être un petit peu en retrait. Néanmoins, je pense qu'il faut remettre du contexte sur les tests de Ferrari à Bahreïn et il faut comprendre surtout pourquoi Ferrari a été en retrait cette semaine. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut savoir que Ferrari déjà a divisé ses tests en deux parties. La première pour Charles Leclerc, qui a été responsable de la performance et de l'optimisation des réglages de la voiture. Et du côté de Lewis Hamilton, on était plus sur des système checks et surtout de l'adaptation avec une nouvelle voiture et une découverte parce que là, pour la première fois, Lewis Hamilton a passé des heures dans la voiture. Si vous voulez une réponse honnête et directe, oui, actuellement, au vu des essais hivernaux, Ferrari est la 4e meilleure voiture. Mais moi, je pense, et je suis pas le seul, que Ferrari risque d'être bien plus performant en Australie. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut revoir un petit peu le déroulé de toute la semaine. On a commencé avec des tests classiques, des tests de système, des sons de pitot, des vérifications de voiture, de cartographie. On a fait des tests de hauteur de caisse pour calculer un petit peu le flux d'air, tout ça. Et lors du deuxième jour, Charles Leclerc s'est chargé des simulations de course. Charles Leclerc a donc effectué des simulations de course dans des températures extrêmement fraîches. Sur ce deuxième jour, la Mercedes semblait extrêmement rapide et avait un rythme de course extrêmement intéressant. Donc à ce moment-là, en effet, Ferrari était derrière Mercedes. Lors du troisième jour, Charles Leclerc a repris le volant le matin et pareil, les conditions étaient très fraîches, très loin d'être semblables à ce qu'on va avoir en avril à Bahreïn. Et là aussi, Red Bull semblait un petit peu plus rapide que Charles Leclerc. Et comme par hasard, quand Lewis Hamilton a pris la voiture pour faire sa simulation de course dans des conditions idéales, semblables à ce qu'on va avoir en avril, il y a eu des problèmes pour Lewis Hamilton. Il y a eu des problèmes de data et de télémétrie, puis ensuite on a eu des problèmes hydrauliques et de transmission, ce qui fait que Ferrari s'est arrêté 40 minutes plus tôt que tout le monde. Au final, Lewis Hamilton n'a pas pu faire sa simulation de course et l'a comparé avec ce que Red Bull, Mercedes ou même McLaren auraient pu faire cet après-midi. Si vous voulez savoir exactement c'est quoi le problème de la Ferrari aujourd'hui, c'est la dégradation des pneus et surtout l'arrière-train. Vraiment, l'arrière est instable au possible, ça rend les freinages très compliqués, ça diminue la confiance des pilotes envers la voiture. Heureusement pour Ferrari, c'est des choses qui peuvent rapidement se fixer en répartissant l'appui sur l'arrière, en changeant peut-être la charge aérodynamique sur l'aileron arrière et une fois que ces changements auront été faits, ça ira bien mieux pour la Scuderia Ferrari. En Australie, on est sur un circuit qui est beaucoup moins rear limited, comme disent les Anglais, où on devrait être beaucoup plus léger sur le train arrière et ça devrait poser moins de problèmes. En plus de ça, au vu de la data GPS, Ferrari semblait quand même avoir une très bonne vitesse de pointe, donc ça devrait bien se passer en Australie. C'est un circuit avec beaucoup de lignes droites, donc je suis pas réellement inquiet pour Ferrari et je suis quasi persuadé que Ferrari va jouer le podium en Australie. Du côté de Lewis Hamilton, pour lui, c'est vraiment c'est le rêve d'enfant, hein. Vraiment, il a passé une semaine exceptionnelle, il le dit tous les soirs, ça se passe de mieux en mieux avec l'équipe, avec la voiture, il est de plus en plus confiant, il a mis d'ailleurs une petite balle à Mercedes à la régalade, hein, vraiment disant que là enfin il avait une voiture qui lui permettait de faire ce qu'il voulait et qu'il était à l'aise avec. Allez hop, tiens dans la Mercedes. Non mais plus sérieusement, Lewis Hamilton est encore dans une phase d'adaptation, il l'expliquait, il apprend encore à communiquer avec ses ingénieurs, avec son ingénieur, Riccardo Adami, et forcément ça va prendre du temps. Mais je suis pas du tout inquiet, même si Ferrari en effet était en retrait cette semaine, je
suis pas du tout inquiet pour le Grand Prix d'Australie qui aura lieu dans 2 semaines. Et vous l'avez donc compris, la meilleure voiture de ces essais hivernaux, ça a été la McLaren, et de loin. Équipe championne constructeur 2024, très bien partie pour 2025. Quand on vous dit aux essais hivernaux qu'il ne faut pas regarder seulement les chronos, Norris et Piastri ont eu le 13e et 8e meilleur temps des 3 jours d'essai. Et pourtant, les relais de course, moi je peux vous dire, ça allait très très vite. Peu importe le scénario, honnêtement, que ce soit sur des longs relais, sur des simulations de course, sur des tours d'attaque, peu importe la quantité d'essence, peu importe le pneu, la McLaren fonctionne et est plus rapide que n'importe quelle autre voiture. On parle pas non plus d'une domination monstrueuse, mais on parle de 3, 2, 4 dixièmes. Ça suffit largement à prendre une pole, ça suffit largement à gagner. Basé sur le cumul des relais de course de Lando Norris sur le 2e jour et d'Oscar Piastri sur le 3e jour, l'écart actuellement est estimé à peu près à 3 dixièmes et demi sur la 2e meilleure voiture. Ça paraît pas grand chose, mais 3 dixièmes et demi par tour, les simulations indiquent que McLaren aurait pu gagner, bien évidemment, aurait pu gagner un Grand Prix de Bahreïn cette semaine avec plus de 15 secondes d'avance. Donc, c'est quand même, c'est pas rien quand même. Le seul petit warning qu'il faudra surveiller sûrement en Australie, c'est lors des tours d'attaque, peut-être en qualification, où la voiture a commencé à glisser, à survirer. On a eu un comportement beaucoup plus instable. On voit que la McLaren est très rigide aussi. Elle semble quand même assez physique à piloter et c'est une voiture très agressive, aussi bien visuellement que dans le concept aérodynamique. Une chose est sûre, tout le monde est d'accord, toutes les équipes le disent, McLaren sera l'équipe à battre dès le début de saison. Et c'est exactement ce que McLaren voulait. McLaren ne voulait pas avoir une voiture ultra dominante comme Red Bull a pu l'avoir. McLaren voulait avoir une voiture compétitive dès la première course. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Si ça peut vous rassurer, on est loin d'une domination à la Mercedes. On est loin d'une domination à la Red Bull. La moindre petite amélioration pourrait combler l'écart avec McLaren. La moindre petite erreur en qualification pourrait suffire à voir les pilotes McLaren chuter au classement. Mais il faut être honnête et je ne vais pas vous mentir pour vous faire plaisir. Oui, aujourd'hui, McLaren est favori. Et donc, Lando Norris et Oscar Piastri devraient logiquement se battre pour la pole et la victoire à Melbourne. Avec tout ce que je vous ai dit, on peut déjà établir une sorte de hiérarchie des essais hivernaux. Je rappelle encore une fois que cette hiérarchie, elle est seulement basée sur ce qu'on a vu cette semaine, pas sur ce qui va se passer en Australie. Très clairement, après avoir fouillé et essayé de lire à peu près toutes les analyses que je trouvais en italien, espagnol ou en allemand, McLaren est la meilleure voiture. C'est la voiture la plus rapide. Elle est devant, et là ça se complique parce que c'est très serré, elle serait pour l'instant devant la Red Bull ou la Mercedes. Au vu des tests, Ferrari serait un poil en dessous. Derrière, on se retrouve avec le début du midfield et une bataille Alpine-Williams où là, je pense que ça va être très serré et on va avoir un gros duel au début de saison. As, normalement, ne devrait pas être trop loin, basé sur ce qui s'est passé durant ces essais hivernaux. On peut retrouver plus ou moins à la même zone Aston Martin et Visa Cash-App Racing Bulls qui n'ont pas réellement montré grand-chose pendant cette semaine et pour sûr, la Kik est de loin la voiture la plus lente pour ce début de saison 2025. Encore une fois, je vous le répète, les écarts sont vraiment infimes. On parle de 1 ou 2 dixièmes, même pas, entre Ferrari, Red Bull et Mercedes. On parle de 2 dixièmes entre la 5e meilleure voiture et la 7e meilleure voiture. Donc attendez-vous vraiment à avoir une saison 2025 très serrée et à mon avis de très grosses batailles, peu importe les positions. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été longue, mais j'ai pris le temps de vous dire tout ce que j'avais à dire et tout ce que j'ai pu voir sur ces essais hivernaux 2025. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre un j'aime, à me dire dans les commentaires que vous avez pu suivre, ce que vous avez pu voir. Peut-être qu'on n'a pas mentionné certains éléments, donc n'hésitez pas à le faire. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de la partager si elle vous a été utile. Et nous, on se retrouve dès mercredi pour mes pronostics de la saison 2025. Donc, activez bien la cloche. En attendant, faites très attention à vous. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.